Bonjour, moi c'est Oriane, et si vous ne me connaissez pas, que vous tombez sur cette vidéo par hasard, j'ai 32 ans et je suis atteinte d'eczéma depuis l'enfance. Et je partage ma vie, mon vécu, mon expérience avec la dermatite atopique sur les réseaux sociaux depuis 2020. Et je voulais profiter de ce long format pour vous expliquer un peu plus en détail mon histoire avec l'eczéma. Il faut savoir que j'ai été recouverte jusqu'à 70% par l'eczéma et donc ma vision de l'eczéma et de mes soins ont beaucoup évolué pendant les années. Il y a 3 questions qu'on me pose régulièrement et je vais y répondre dans cette vidéo, notamment est-ce que j'ai fait un Red Skin Syndrome? Est-ce que j'utilise de la cortisone? Et est-ce que j'ai essayé les biothérapies? Je vais vous partager aussi les différentes méthodes que j'ai essayées, est-ce que ça a fonctionné ou pas. Mais pour commencer, pour que ça soit plus simple, je vais vous raconter mon histoire de manière chronologique. J'ai de l'eczéma depuis l'enfance, mais j'ai pas fait partie de ces bébés qui ont été soignés à la cortisone dès les premières semaines de vie. J'en avais quand même très peu et de manière très aléatoire. J'ai des souvenirs où ma mère me tartinait de crème, mais j'ai jamais été soignée par des traitements. Les choses se sont empirées pour moi à l'adolescence. J'ai commencé à en avoir beaucoup plus souvent, et particulièrement fin collège, début lycée. J'en ai eu beaucoup sur le visage, notamment les yeux et la bouche. La bouche, j'avais même des crevasses qui descendaient jusqu'au milieu du menton. C'était terrible pour parler, pour manger, pour boire. Vraiment, c'est une zone compliquée. En plus, le visage, pour l'estime de soi, c'est pas terrible, surtout à l'adolescence. Mais heureusement pour moi, j'ai le souvenir que mes 2 dernières années de lycée, dans ma classe, on était 4 à avoir de l'eczéma. Et tout de suite, on se sent beaucoup moins seul. J'en avais pas que sur le visage, j'en avais aussi sur les mains et sur le pli des coudes. Et il faut savoir qu'au lycée, j'étais en bac sciences et techniques de laboratoire, option biotechnologie. Pourquoi je vous raconte ça? C'est que nous, une partie de notre enseignement se passait en laboratoire. On faisait notamment de la microbiologie et de la biotechnologie. Et forcément, qui dit laboratoire, dit se laver les mains 150 fois par séance. Et utiliser de l'alcool, de la javel, notamment en microbiologie. Donc je vous laisse imaginer l'état de mes mains. Normalement, dans ce type de laboratoire, on n'a pas le droit de mettre de gants, notamment parce qu'on utilisait des becs benzène, donc chaleur plastique, pas terrible, hein, mais heureusement on avait une prof qui comprenait et qui, quand notre peau ne pouvait plus supporter tout ça, nous laissait porter des gants, même s'il fallait qu'on soit très vigilant. Pour les causes, à cette époque-là, on m'a dit que c'était le stress, parce que je suis une personne qui est relativement anxieuse, surtout à l'époque, avec le bac. J'étais une élève très consciencieuse, qui avait envie de réussir, et surtout qui avait besoin de prouver qu'elle était capable de réussir, parce que j'étais dyslexique et que j'ai eu un parcours scolaire un peu atypique et difficile. Il fallait que je prouve absolument que j'y étais capable, et donc forcément ça générait du stress. Ok, je pense qu'il n'y avait pas que ça, mais à l'époque, on a dit tu as de l'eczéma, tu es stressé, voilà, arrête de stresser et ça ira mieux. Bien évidemment, pour ce qui est des soins, c'était crème de parapharmacie, trop grasse, trop collante. J'en avais aussi dans le cuir chevelu, donc c'était un espèce de shampoing antipelliculaire. Quand j'y repense, absolument pas adapté. Mais voilà. Bien évidemment, la cortisone, j'y ai pas coupé. J'en avais aussi de la liquide qui sentait une odeur absolument atroce à mettre sur le cuir chevelu. Je sais pas si certains d'entre vous vont voir de quoi je parle. Et puis après, des crèmes classiques à base de dermocorticoïdes à étaler sur les plaques. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais déjà des réticences à utiliser de la cortisone parce que je trouvais que une fois qu'on arrêtait, on en avait encore, et voire plus. J'avais des effets rebonds, notamment je pense que c'était lié aussi à ma façon de l'utiliser, vu que je voulais pas en mettre, j'en mettais le moins possible, et dès que la plaque disparaissait, hop, j'en mettais plus, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Et bien évidemment, je me faisais disputer par les médecins parce qu'il fallait que j'arrête de stresser et que je mettais pas assez de cortisone. Et vu que mon problème c'était plutôt le stress, j'ai fait ce que je pouvais pour essayer de le diminuer. J'ai essayé la phytothérapie, j'ai essayé l'acupuncture et même l'homéopathie. Puis il y a eu le scandale du méthylisothiazolinone, un conservateur très utilisé dans le début des années 2000, notamment pour remplacer les parabènes. Sauf qu'on s'est rendu compte que ce conservateur était très allergisant. Il y a eu une explosion de cas d'allergie de contact. Et les mythes étaient utilisés partout, mais aussi dans les dermocosmétiques pour les peaux les plus sensibles et atopiques. Mes parents m'en parlent, je vérifie dans mes produits, il y en a. Et il faut savoir que j'ai vu la différence avec et sans. Mais comme je vous l'ai dit, ce conservateur était partout. Et notamment, il est resté très longtemps dans les produits pour faire la vaisselle. Et si je faisais pas attention, vous pouvez être sûr que s'il y en avait, je faisais une réaction, ma peau était tout de suite irritée, enflammée, sèche, etc. À ce moment-là, j'ai complètement perdu la confiance que j'avais pour les dermocosmétiques. 2013, j'ai mon bac et je pars à 550 km de chez mes parents, à Strasbourg, pour faire quoi?
une CPGE, donc une classe préparatoire aux grandes écoles. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pour faire les écoles d'ingé, les écoles de veto. Donc un univers très concurrentiel, très stressant. J'avais calculé à l'époque, tout confondu, donc cours, interrogation orale, interrogation écrite avec mon tiers-temps, j'étais entre 45 et 50 heures par semaine, sans compter les heures de révision. Ça, c'est juste la base, on va dire ça comme ça, de ma semaine. J'étais à l'internat 7 jours sur 7, je rentrais chez mes parents que pour les vacances. Je mangeais à la cantine tous les jours, matin, midi, soir, et c'était franchement pas terrible, donc je mangeais très mal. Et ben, contrairement à toute attente, je n'avais plus d'eczéma. Pourtant, je suis arrivée à Strasbourg avec de l'eczéma, et ben, quelques semaines après, je n'avais plus rien, et je ne l'explique toujours pas. Pour ceux qu'on m'a toujours dit, oui, mais t'as de l'eczéma parce que t'es stressé, là, j'étais dans un environnement de stress permanent. Même si j'avais une promo où on n'était pas trop dans la concurrence, etc., le système reste une prépa, c'est hyper oppressant, hyper stressant. Bon, ça n'a pas eu zéro impact sur moi, hein. J'ai fini quand même avec une gastrite et j'ai surtout fini en burn-out. Au bout de 2 ans, j'ai fini ma prépa en burn-out et je me suis réorientée vers la fac, donc je suis arrivée en licence 3, en fac de biologie moléculaire et cellulaire, et je suis restée à Strasbourg. Là, changement de vie total, on passe d'un internat où toute ma promo était avec moi quasiment 7 jours sur 7, à un studio toute seule, un environnement de travail qui est très différent, et toujours pas d'eczéma. Bon, j'avais quand même une peau sensible à tendance très sèche, j'avais encore des problèmes de cuir chevelu, mais voilà, pas d'eczéma. Et pour ce qui est des soins en cette période-là, vu que j'avais perdu toute confiance aux dermocosmétiques, je passais ma vie à regarder les compositions. Sauf qu'un jour, en lisant une composition, je vois EDTA. Mais nous, au labo, on l'utilise le DTA lors de TP de microbiologie et de biotechnologie. On l'utilise parce que c'est un chélatant, donc ça capte les ions métalliques. Je comprenais pas trop l'intérêt d'utiliser ça dans une formule. Donc en fait, ça permet de stabiliser une formule. Apparemment, ça n'a pas trop d'impact sur la santé, ça n'a même pas d'impact sur la santé, mais ça a un gros impact environnemental. Et c'est là que j'ai commencé à me poser vraiment des questions et vouloir naturaliser, on va dire ça comme ça, les produits que j'utilisais au quotidien, les produits d'hygiène et de soins. C'est en 2014 que j'ai commencé à faire mes premières commandes sur le site d'Aromazone, et c'est à cette époque-là qu'a émergé la cosmétique naturelle, notamment avec les comptes Naturellement Lila. Il y avait aussi Peau Neuve, il y a aussi la petite Gabi après, où on faisait nos masques maison, nos mélanges d'huile, etc. Et forcément, ça m'a beaucoup plu, et c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser de plus en plus de cosmétiques bio et naturels. En plus, j'avais la chance d'être à Strasbourg, donc une ville frontalière avec l'Allemagne. Donc je prenais mon vélo, traversais la frontière, j'allais au DM, donc c'est un magasin d'alimentation et de produits d'hygiène allemand. Et donc il y avait de la cosmétique bio, naturelle, qui était vraiment pas chère. Donc pour moi, étudiante, c'était vraiment très pratique. D'ailleurs, je faisais mes courses même alimentaires là-bas, ça me permettait d'acheter du bio que ce que j'aurais jamais pu faire en magasin bio en France. C'est aussi à cette époque-là que je me suis rendu compte que je pouvais pas utiliser n'importe quel produit. Même s'il était naturel, s'il était très parfumé, ça passait pas. Et au risque de passer pour la mimi cracra de service, c'est aussi à cette époque que j'ai arrêté de me savonner l'intégralité du corps tous les jours. Et j'ai vraiment vu une différence sur la qualité de ma peau. J'ai eu la peau tout de suite beaucoup moins sèche, beaucoup moins d'irritation, beaucoup moins de démangeaisons. Mais encore aujourd'hui, je ne me savonne pas l'intégralité du corps, à part si j'utilise une vraie huile de douche qui va être un soin et qui là va protéger ma peau. Mais sinon, avec un gel douche classique, je le fais pas. Je lave uniquement tous les jours les zones dites sales, à part si je suis allée me rouler dans l'herbe ou si j'ai fait des travaux, bien évidemment. Vous comprenez? Je pense qu'à l'époque, ma routine visage, ça devait être gel d'aloe vera et une huile végétale. Et si vraiment en hiver j'avais plus de sécheresse, j'utilisais une crème riche. Les années passent et RAS, toujours une peau juste, sensible et sèche. J'ai toujours des démangeaisons au niveau du crâne, du coup j'essaye d'utiliser des shampoings les plus doux possibles. D'ailleurs, à l'époque, beaucoup de gens faisaient leur shampoing solide maison à base de poudre de plantes, mais moi j'ai jamais pu, ça a jamais pu passer sur mon cuir chevelu, ça me crée des démangeaisons terribles. Comme quoi, c'est pas parce que c'est naturel que c'est adapté à une peau atopique. Je continue mes études, je reste à Strasbourg pour faire un master en phytochimie, donc c'est l'étude des molécules végétales. Et tout se passe bien, j'adore ce que je fais. Et arrive le moment de faire mon stage de 6 mois. Et dès l'instant que j'ai commencé à vider mon appartement à Strasbourg, mon eczéma est réapparu. C'était juste des plaques là sur les bras qui devaient faire la taille d'une pièce de 1 euro. Ça m'a pas trop paniqué. Si j'avais su, je déménage à Marseille, ville où je connais personne. Cette fois-ci, je trouve une colocation pour justement pas être complètement seule. J'adore ce que je fais pendant mon stage. Pour ceux que ça intéresse, j'étudiais une variété d'hélicryse, donc immortelle, pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Mais
Humainement, ce stage s'est pas très bien passé. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter à Marseille. Je suis arrivée en janvier. Heureusement, en avril-mai, j'ai rencontré Jeff, qui est mon copain toujours à l'heure actuelle. Mais ça n'a pas empêché que la fin du stage, comme je l'ai dit, humainement, se passe pas très bien. Et beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que je vais faire après. Notamment, je voulais une thèse, mais c'était très mal parti pour l'avoir en septembre. Donc, septembre 2019, je rentre vivre chez mes parents. Je trouve un job alimentaire qui était dans une minoterie, donc un moulin à farine pour ceux qui savent pas ce que c'est, dans la partie qualité et analyse. Avec de l'eczéma, le contact avec la farine, je suis pas sûre que c'était le meilleur plan, mais bon. Sauf qu'à partir de ce moment-là, mon eczéma n'a fait qu'empirer. Début 2020, je me retrouve avec de l'eczéma comme j'en avais jamais eu auparavant. Je crée un compte Instagram, Phytophileae, où je parle de l'amour des plantes à la base, dans une cuisine végétale, que ce soit dans le soin des plantes d'intérieur et que ce soit dans la phytothérapie. Voilà, c'était ça le concept à la base de Phytophileae. Et donc, à travers les posts de phytothérapie, je commence à parler de mon eczéma. Je me rends compte que je suis pas toute seule à être complètement perdue, à avoir ma qualité de vie qui diminue à cause de cette maladie, à pas savoir quoi faire, d'être dégoûtée, désespérée, rien qu'à l'idée de devoir retourner dans une parapharmacie acheter des dermocosmétiques conventionnels que j'avais bannis de ma vie depuis quasiment une dizaine d'années. Sauf que je me rends bien compte que le naturel, il n'est pas forcément adapté à ma situation et je sais plus quoi faire. C'est comme ça que j'ai fini par parler quasiment exclusivement d'eczéma sur Phytophileae. Vu que je suis pas seule, j'apprends plein de choses. Et c'est comme ça que j'ai mis en place ce que j'appelle maintenant l'atopic lifestyle. C'est-à-dire prendre soin de sa santé mentale, faire attention à son alimentation, prendre parfois si nécessaire et si envie des compléments alimentaires, faire attention à sa routine d'hygiène et de soins. Voilà, tout ce qui peut aider à soulager son eczéma. Je me rends compte que la dermocosmétique, ils ont fait des efforts depuis, donc j'en réutilise, même si à l'intérieur, ça me pose problème parce que je sais que, environnementalement parlant, la paraffine, la vaseline, tout ça, c'est franchement pas terrible et surtout, ça fait pas un grand effet. C'est bizarre parce que c'est indispensable, mais tu vois pas non plus les effets bénéfiques sur long terme. Et bien sûr, je refuse d'utiliser de la cortisone. Sauf que la situation empire. Mars 2020, fin de mon CDD, je me retrouve au chômage et surtout, confinement. Et là, ça a été la descente aux enfers. Sur cette période-là, mon eczéma a explosé. J'étais recouverte à 70%. Je ne savais plus quoi faire. J'avais l'impression de faire au mieux de ce que je pouvais, mais j'étais recouverte d'eczéma. Je dormais plus. Je mangeais quasiment plus rien. J'étais dans un mal-être profond et en fait ça entraînait un peu ce cercle vicieux de je vais pas bien, du coup j'ai de l'eczéma, ça me met encore moins bien et j'ai encore plus d'eczéma et je ne m'en sortais plus. Fin du confinement, toujours rempli d'eczéma. Je pars vivre à Marseille avec Jeff dans un état déplorable. Les choses se relancent au niveau du travail, j'essaye d'avoir une thèse, j'essaye de passer des concours, tout ça en dormant 2 heures par nuit, en étant recouverte de la tête aux pieds d'eczéma. Ça a été une période vraiment très difficile, sachant qu'avec Jeff à ce moment-là, on vivait dans un studio, lui était en télétravail, vraiment une période compliquée. J'avais vraiment plus de vie, j'étais sous somnifères, les médecins parlaient d'antidépresseurs, ils étaient désespérés à l'idée que je n'utilise pas de cortisone. C'était un combat en permanence. Puis mes parents passent à Aix un jour, je les rejoins et quand ils me voient, j'ai vu leur détresse dans leur regard parce que j'étais une plaque géante et qui j'étais désemparée. Et là, ça a été un déclic en mode il faut absolument que je fasse quelque chose. Donc je prends un rendez-vous en visio avec une dermato. Et là, elle me dit mais écoutez, madame, là, c'est soit vous mettez de la cortisone toute seule chez vous, soit on vous hospitalise. Et j'ai compris que j'avais plus le choix. J'avais très peur de l'utilisation de la cortisone parce que moi, j'avais vécu les effets rebonds, mais aussi sur les réseaux sociaux, on commençait à parler du Red Skin Syndrome. Donc forcément, j'avais pas envie d'en utiliser. Sauf que j'étais déjà dans un cas assez sévère, donc je me suis dit, foutu pour foutu, autant d'essayer. De toute façon, on me prescrira pas d'autres traitements tant que j'aurais pas utilisé la cortisone. Donc bah on y va. Voilà, de toute façon, après, c'est l'hospitalisation, donc on va essayer toute seule à la maison. Hein. Et malgré ma peur de la cortisone, je suis à la lettre les recommandations de ma dermatologue. 2 fois par jour pendant une semaine, je crois, jusqu'à ce que j'ai plus rien 1 fois par jour. Et puis après, une diminution progressive. Et si ça revient, je dois remettre de la cortisone tous les jours. Et donc forcément, j'ai eu l'impression d'utiliser beaucoup de cortisone. Enfin, pas une impression, j'ai utilisé beaucoup de cortisone sur un temps qui m'a paru infiniment long, mais j'ai pas eu d'effet rebond. On me l'avait jamais expliqué de diminuer hyper progressivement. Et c'est hyper contre-intuitif parce que vu que tu sais que c'est pas terrible, qu'il y a des risques d'accoutumance, t'as pas envie d'en utiliser une tonne.
Par chance, ça a extrêmement bien fonctionné. En quelques semaines, j'avais plus rien. Par miracle, pas d'effet rebond, pas de problème avec la cortisone après. Pendant 1 an, j'ai eu plus ou moins des plaques, mais c'était vraiment très gérable jusqu'à août 2021, donc plus d'1 an après mon premier gros traitement à la cortisone. Mon grand-père décède, j'ai fait un énorme deuil, ça a été horrible. Donc forcément, le retour de l'eczéma, sauf que j'avais absolument pas l'énergie de gérer et mon deuil et on va dire tout ce qui est atopic lifestyle. J'avais pas du tout envie de me prendre la tête avec l'eczéma, j'ai réutilisé de la cortisone, j'ai refait un protocole similaire, c'est-à-dire un arrêt très progressif. Et ça s'est aussi très bien passé, et c'est d'ailleurs la dernière fois que j'ai utilisé de la cortisone. Donc depuis fin 2021, je n'ai plus utilisé de cortisone, mais après, j'ai toujours gardé un atopic lifestyle. Je fais attention à mon alimentation, je fais attention à ce que je porte, je fais attention aux produits cosmétiques et d'hygiène que j'utilise. Je prends soin de ma santé mentale. J'en ai pas parlé, mais durant ma très grosse crise, je suis allée voir une psychologue pour parler de ma vie avec l'eczéma qui était devenue extrêmement pesante et parler de ce qui pouvait éventuellement déclencher ces crises d'eczéma, mon mal-être que j'avais en moi, et ça m'a beaucoup aidée. J'ai arrêté quelques mois après, et puis après le décès de mon grand-père, j'y suis retournée, mais là j'y suis retournée pendant plusieurs années. J'ai arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Et si j'en éprouve le besoin de nouveau, bien sûr que j'y retournerai et c'est quelque chose que je ne peux que conseiller. Dans les choses que j'ai testées pour soulager mon eczéma pendant ma très grosse crise, il y a aussi le magnétiseur et l'acupuncture. Je vous ai pas raconté, mais fin de mon lycée, je suis allée voir une magnétiseuse. C'était une dame très âgée qui m'avait fait un soin donc énergétique de magnétisme. Et elle m'avait dit, je risque d'avoir de grosses poussées là les jours à venir, mais après plus rien. Et ça colle plutôt bien avec ce qui s'est passé. C'est pour ça que lors de ma très grosse crise, j'avais réessayé un autre magnétiseur parce que impossible de retrouver cette personne. Je pense qu'elle exerçait même plus pour être honnête. Mais cette fois-ci, ça avait vraiment pas fonctionné du tout. Donc quand on me pose la question de magnétiseur oui ou non, j'ai les deux expériences. J'ai essayé aussi l'acupuncture. Et ça, je sais pas trop. Les semaines d'après, je trouvais qu'il y avait une amélioration, mais ça refinissait toujours par flamber derrière. Pendant ma très grosse crise, j'ai essayé les probiotiques et les compléments alimentaires et j'ai trouvé qu'il y avait une amélioration. Si vous voulez plus de détails, je pourrais vous en faire une vidéo, mais j'ai aussi tout mis dans mon e-book. Je vais être dans aucun cas la personne qui vous dit qu'il faut surtout pas utiliser de médicaments ou il faut absolument utiliser des médicaments. Je veux dans aucun cas faire l'apologie de la cortisone. Mon avis sur la cortisone, il est très partagé parce que je comprends la personne qui en ont eu peur. J'en ai eu peur et j'en ai moi-même peur et que tant que j'ai pas besoin, je n'en utiliserai pas. Je comprends aussi qu'on ait besoin d'en utiliser parce que c'est ce qui m'est arrivé. Je ne pouvais plus vivre et plus faire autrement. Et je comprends que les personnes subissant et vivant un Red Skin Syndrome aient envie de dire à tout le monde il faut surtout pas en utiliser. Je le comprends. Sauf que le problème, c'est que parfois on n'a pas le choix et qu'on a besoin de cette béquille. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais c'est le mien. Je pense qu'il faut utiliser des médicaments quand on n'est plus capable de faire autrement. Moi, pour le coup, j'avais mis tout en place pour soulager mon eczéma naturellement. J'ai essayé énormément de choses pour soulager mon eczéma naturellement. Ça n'a pas fonctionné parce que je pense que j'étais beaucoup trop mal pour que ça fonctionne. Tout ce qui est atopic lifestyle, donc alimentation, les bons soins, ça peut être vraiment un game changer pour espacer les crises. Mais c'est vraiment difficile de passer de très grosses crises à plus rien sans médicaments. Parce qu'il y a cette espèce de cercle vicieux qui est trop installé, on est trop mal mentalement pour que ces méthodes aient la meilleure efficacité. Et j'aimerais, à travers ce message, que les gens qui sont dans cette situation-là ne culpabilisent pas. Il n'y a aucune honte à utiliser des médicaments. Donc voilà, c'était l'aparté. Est-ce que j'ai utilisé des biothérapies? Non, j'en ai heureusement pas eu besoin. Je n'ai pas utilisé de traitement contre l'eczéma depuis 2021. Et est-ce que j'ai fait un Red Skin Syndrome? Je pense que vous l'avez compris. Non, je n'ai pas fait ce Red Skin Syndrome vu que je n'utilisais pas de cortisone au moment où j'ai fait ma plus grosse crise. On va remonter un peu dans le temps et on va revenir sur ce qui était positif dans cette grosse crise. Notamment le fait que j'avais pas mal de temps. J'étais complètement obsédée par l'eczéma, donc ça c'est pas positif, mais ça a eu un impact pour la suite. Et je suis passionnée de phytothérapie, donc je voulais absolument trouver quelque chose pour soulager l'eczéma. J'ai commencé par observer ma peau, beaucoup me renseigner, et je me suis rendu compte qu'en fait, l'eczéma était cyclique. On commençait par une phase enflammée, pour passer par une phase mixte, et pour finir avec une phase
sèche. Et à y réfléchir, on peut pas soulager une peau enflammée de la même manière qu'une phase sèche. Et d'ailleurs, certains dermatologues le disent, il ne faut pas utiliser de produits gras sur la phase enflammée, ça mettrait de l'huile sur le feu, etc. Sauf que cette phase, elle est insupportable. Tu as envie d'utiliser quelque chose qui te soulage. Donc certaines personnes utilisent du gel d'aloe vera ou des gels d'acide hyaluronique, mais c'est pas suffisant. Et moi, ma problématique, c'était de ne pas trouver des produits de soins biologiques, 100% d'origine naturelle, et adaptés aux peaux atopiques et sensibles. Et c'est donc comme ça qu'est née l'Accalmie, une marque de dermocosmétiques 100% d'origine naturelle, certifiée bio et surtout pensée pour être adaptée à chaque cycle de l'eczéma. Que l'on peut utiliser en crise ou non, parce que quand on a une peau atopique, elle réagit à beaucoup de choses et à beaucoup de produits. Le truc, c'est que moi, j'avais un master en phytochimie, pas en formulation cosmétique. Donc j'ai choisi de reprendre mes études et de faire un deuxième master 2 en formulation cosmétique à la faculté de Marseille. Et là, tout s'est enchaîné. J'ai été étudiante entrepreneur, j'ai été hébergée à la faculté de pharmacie de Marseille dans le laboratoire de galénique et formulation cosmétique. C'est là que j'ai pu développer mes premiers produits et actuellement, l'Accalmie, on a fait les préventes et on est sur le point d'être commercialisé officiellement. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée sur l'histoire de l'Accalmie, je la ferai avec plaisir. Cette crise, elle a aussi fait en sorte que je partage depuis plus de 6 ans mon vécu, mon expérience, mes connaissances sur l'eczéma à un maximum de personnes possible. J'ai créé un e-book, 25 pages pour apprendre à soulager son eczéma naturellement. Il est gratuit, vous le recevez dès l'instant que vous vous abonnez à notre newsletter. Et j'espère qu'à travers mes vidéos, tout ce contenu, j'arrive à aider quelques personnes à se sentir au moins seules et à trouver des solutions pour améliorer leur vie avec l'eczéma. Vous avez sûrement compris que pour moi, mon eczéma est très relié à mon état émotionnel. C'est pas le seul facteur déclenchant, mais c'en est un assez majoritaire. Et là, on pourrait croire, oui, mais maintenant ça va, donc du coup, c'est pour ça que t'as plus d'eczéma. Même si j'en ai pas vraiment parlé sur les réseaux sociaux, ces dernières années ont été particulièrement compliquées émotionnellement. J'ai été plusieurs fois en état dépressif, j'ai même été suivie par une psychiatre. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais pour moi, c'est vraiment une victoire que malgré un état de santé mentale plus ou moins bancal ces dernières années, je suis quand même arrivée à maintenir un état de peau plutôt correct. J'ai envie de dire à la fois, même si je dois faire des concessions, faire attention à ce que je mange, faire attention à ce que j'utilise comme produit, faire attention à ce que je porte, seulement ça me permet de pas faire de rechute et pour ça je suis infiniment reconnaissante. Donc même si les démangeaisons, même si des petites réactions à la transpiration, à certains produits font partie aussi de mon quotidien, je suis vraiment heureuse d'être arrivée à stabiliser l'état de ma peau et que même si ça va pas trop mentalement, ma peau me le fait pas payer au centuple. Donc c'est aussi un petit message, ne perdez pas espoir. C'est difficile, c'est compliqué, c'est frustrant, c'est injuste, mais on peut y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à mieux comprendre. Si vous avez envie de partager votre histoire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire.